Ok, bonjour tout le monde. On commence aujourd'hui. Donc, vous venez, la dernière fois que je vous ai montré quelque chose, je vous avais montré différentes questions. Non, c'est pas vrai. On avait vu la table des Z qui permet de répondre à des questions de probabilité d'obtenir un score, étant donné certaines choses qu'on connaît ou qu'on présuppose être vraies. Ok? Donc, on a vu qu'il est une bonne idée de présupposer qu'une variable se distribue normalement ou de manière gaussienne. Ça ne va pas toujours être le cas, mais c'est une bonne chose à assumer dès le départ. On a des bonnes raisons de croire que c'est... On a des bonnes raisons d'assumer ça dès le départ. Okay? Et que si on assume ceci, on peut techniquement calculer la probabilité d'obtenir un certain score Z qui se situe entre certaines valeurs, comme on a vu la dernière fois. La question est, si j'obtiens un score comme ça, brut, puis je me dis quelles sont les probabilités d'obtenir ce score-là, ben vraiment la question que je dois me poser, c'est quelles sont les probabilités d'obtenir ce score-là standardisé. Ça me prend une façon de le standardiser. Donc, du moment que je présuppose qu'il y a une certaine moyenne et qu'il y a un certain écart type à la population, ben, je peux prendre ce score-là, le transformer en score Z et dire, bon, les chances qu'il soit entre telle valeur et telle valeur sont de temps, comme on a vu. Et ça va fonctionner, ça, pour toutes sortes de variables quantitatives, continues ou discrètes, du moment qu'on présuppose qu'elles se distribuent normalement et du moment qu'on est capable de calculer, de standardiser le score. Et pour ça, ça prend la moyenne et l'écart type de la population. Évidemment, comme je vous dis souvent, on n'a pas accès à la moyenne et à l'écart type de la population, mais on a des fois des raisons de, de penser qu'on les connaît. On peut les prendre pour acquis, puis on peut se poser des questions. Quelles sont les chances d'obtenir un score comme celui-ci si on prend pour acquis que la moyenne étant puis l'écart type étant au niveau de la population? Okay? Et donc, ceci nous permet de répondre à des questions comme si on assume que la créativité, imaginons qu'on a une mesure de la créativité qui va, je ne sais pas, de 0 à 50, OK? Et si on assume qu'au niveau de la population, que si on donnait à tout le monde, à tous les Canadiens par exemple, disons que notre population c'est les Canadiens, si on assume que la créativité se distribuait normalement chez les Canadiens et avec une moyenne de 30 dans ce test-là et un écart type de 4, quelle serait la probabilité de trouver un individu chez cette population-là qui a un score de créativité de 39? Et donc on pourrait faire 39 moins 30 divisé par 4, trouver le score Z. Comme on a pu créer ce score Z parce qu'on assumait mu et on assumait sigma. Puis là, on pourrait aller dans la table des Z pour voir, pour trouver la probabilité d'obtenir un score qui serait à tant d'écart type. On peut déjà voir ici qu'il serait à plus de 2 écarts types que la moyenne, parce que 2 écarts types de la moyenne en haut de la moyenne, ça serait 38. Parce que c'est un écart type et 4 ici. Là. Donc, quelle serait la probabilité d'obtenir un score qui est là? Donc, ça, c'est une chose. Mais là, je vais vous amener vers un scénario qui est différent que celui-là. Okay? Je vais vous lire un scénario qui est différent, puis on va voir qu'il pose une question différente, puis on va se demander est-ce qu'on peut vraiment répondre à cette question-là en utilisant la stratégie de la table des Z. Bon, imaginons une situation différente. Lorsque vous allez en thérapie, okay, ou lorsque vous planifiez aller en thérapie pour n'importe quel problème, peu importe pour cette question-là, le ou la thérapeute peut soit être du même genre que vous ou non. Okay? Si vous êtes un homme, ça peut être un thérapeute femme ou un thérapeute homme. Si vous êtes une femme, ça peut être un thérapeute femme ou un thérapeute homme. Okay? Donc, elle peut être soit du même genre que vous ou non, le ou la thérapeute. Et on peut se demander des questions par rapport à qu'est-ce que les gens préfèrent. Est-ce que la thérapie est plus efficace quand le thérapeute a le même genre que le patient ou la thérapeute a le même genre que la patiente? Bon, imaginons
que par rapport à la question de qu'est-ce que les gens préfèrent, imaginons que l'Association canadienne de psychologie, l'ACP, considère que les gens qui vont en thérapie n'ont pas vraiment de préférence quant à ceci. Eux autres, dans les services qu'ils offrent, quand ils suggèrent des thérapeutes à des clients potentiels, ils ne prennent pas en compte le genre du client, ni le genre de thérapeute ou de la thérapeute, parce qu'eux autres considèrent que les gens qui vont en thérapie n'ont pas vraiment de préférence quant au genre de leur thérapeute. Est-ce qu'il va être le même ou un genre différent que le leur? Okay? Mais là, imaginons qu'une chercheure se demande si l'ACP a vraiment raison dans sa présomption que les gens n'ont pas de préférence quant à la relation entre leur genre et celui de leur thérapeute. Elle se demande, c'est-tu vrai ça que les gens n'ont pas de préférence? Alors, oups, ignorez ce titre-là. En fait, je vais juste le changer. Donnez-moi une seconde. Voilà. Alors, elle demande donc à 20 individus qui sont sur une liste quelconque, disons une liste de gens qui cherchent, ils sont présentement à la recherche d'un ou d'une thérapeute, okay? Pour un problème quelconque. Pas important pour notre exemple. Elle leur demande une question très simple. Souhaiteriez-vous, oui ou non, que votre thérapeute soit du même genre que vous? Okay? Et elle découvre que 15 personnes sur ces 20 personnes-là disent oui. Ils préféraient que le ou la thérapeute soit du même genre qu'eux. Okay? Okay? Et 5 personnes disent non. Donc, à l'œil nu, ceci suggère que l'ACP a tort dans ce qu'elle assume. Okay? Parce qu'il y a 3 fois plus de gens qui ont dit oui, je préférerais qu'elle ait le même genre que moi. 3 fois plus de gens, donc 15 personnes, que de gens qui ont dit non, 5. Donc ceci suggère que les gens ont quand même une certaine préférence. Ils préfèrent que leur thérapeute ait le même genre qu'eux. Mais là, ça c'est à l'œil nu comme ça. On peut se demander, peut-être qu'on aurait tort en concluant que l'ACP a tort. Si l'ACP avait raison, okay, que les gens n'avaient pas de préférence, ça serait quoi la probabilité qu'on trouve 15 personnes sur 20 qui disent oui si on questionnait 20 personnes? Cette question-là, je veux vous faire comprendre qu'elle est radicalement différente que les questions auxquelles je vous ai habitué à date avec la table Z, qui est... tiens, regardons justement la différence. Okay? Question 1, c'est une question typique qu'on a vue jusqu'à maintenant, avec la table des Z. Question 2, c'est la question qu'on vient de poser. Alors, question 1. Si on assume que la créativité se distribue normalement et qu'on assume que mu est égal à 30 et sigma est égal à 4, quelle est la probabilité de trouver un individu qui a un score Z de créativité de 30... Ah, ce ne serait pas un score Z de 39, un score brut, pardon, de 39. Je vais changer ça tout de suite, attendez. Voilà, j'ai juste changé. Donc, quelle serait la probabilité de trouver un individu qui a un score de créativité de 39? Ça, c'est la question typique qu'on a vue par rapport à la table des Z. Mais là, regardez la prochaine question, la question que je viens juste de poser. Si on assume que les gens n'ont pas de préférence quant au genre de leur thérapeute, quelle est la probabilité que 15 personnes sur 20 disent « Oui, je préfère que mon thérapeute ait le même genre que moi » ? C'est une question qui est vraiment très différente. Et les différences, elles sont différentes, ces deux questions-là, de diverses manières. Okay? Premièrement, oups, j'avais gardé mon Z ici, donnez-moi une seconde. Voilà. OK, donc premièrement, dans cet exemple-là, dans la première question, la variable est quantitative. Okay? On parle d'une mesure de la créativité allant de 0 à, j'avais dit 40 tantôt, mais 50, 0 à 50, peu importe. Okay? C'est une mesure quantitative. Et on pourrait imaginer ici, théoriquement, elle serait quantitative continue. Mais dans cette question-ci, la variable n'est pas quantitative, elle est qualitative. Elle est qualitative. C'est ce que tu préfères que ta ou ton thérapeute ait le même genre que toi. C'est qualitatif, ça. C'est pas quantitatif. Est-ce que tu préfères, oui ou non? Okay? C'est une variable qualitative. Et elle est qualitative dichotomique. Ça veut dire ça qu'il y a vraiment deux réponses possibles, oui ou non. Okay, donc ça, c'est la première façon dont ces deux questions-là sont très différentes. La première parle d'une variable quantitative. Okay, dans une variable quantitative, on peut calculer une moyenne puis un écart type.
ce qu'on retrouve ici, puis on peut utiliser ça pour calculer un score Z. Mais là, ici, on n'a pas une variable quantitative, on a une variable qualitative. Donc, oubliez les moyennes et les écarts types, ici. Une autre façon... Attendez, je vais baisser mon volume. Une autre façon dont ces deux questions-là sont différentes, en plus qu'il y en ait une qui est une variable quantitative, puis l'autre c'est une variable qualitative, okay? C'est que dans la première question à laquelle vous êtes habitué, là, avec la table des scores Z, ici on se questionne sur la probabilité d'obtenir un certain score, étant donné ce qu'on présuppose, la normalité, mu et sigma. On se demande quelle est la probabilité d'obtenir un certain score. Et on va le standardiser, puis là, on va aller voir dans la table. Mais dans la question ici, c'est radicalement différent, là. On ne se questionne pas du tout sur la probabilité d'obtenir un certain score, étant donné la normalité, mu et sigma. On se questionne sur la probabilité d'obtenir la même valeur, soit oui, la réponse oui, un certain nombre de fois, 15 fois sur 20 personnes qui ont été interrogées, étant donné ce qu'on présuppose que les patients n'ont pas de préférence. Donc, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout le même genre de questions que les questions qu'on a réglées à date avec la table des scores Z. Donc, étant donné ces différences-là entre les deux questions, la première question, on peut y répondre avec la table des scores Z, mais la deuxième, celle par rapport au genre de la thérapeute, on ne peut pas répondre à ça avec la table des scores Z, ça ne fait aucun sens. C'est pas quantitatif comme variable, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas d'écart type. On ne cherche pas la probabilité d'obtenir un score, on cherche la probabilité que si on demande à 20 personnes, on obtienne 15 fois une réponse, la réponse oui. Étant donné, si on présuppose que les gens n'ont pas de préférence. Donc, c'est complètement différent. Donc, étant donné ces différences, on ne peut pas répondre à cette question-là, à la question des préférences quant au genre du ou de la thérapeute, avec la table des Z vue précédemment. Tout ce qu'on a vu n'est plus utile, là. Ça ne veut pas dire, toutefois, qu'on ne peut pas répondre à la question de quelle est la probabilité si les gens n'ont pas de préférence quant au fait que leur thérapeute est le même genre qu'eux. S'ils n'ont pas de préférence par rapport à ça, quelle est la probabilité que 15 personnes sur 20 diraient « oui, je préfère que mon ou ma thérapeute est le même genre que moi ». On peut quand même répondre à cette question-là de probabilité, mais pas avec la table des scores Z, parce qu'elle ne fait plus aucun sens dans ce contexte-là. Pour y répondre à cette question-là, il faut utiliser une autre stratégie qui est basée sur ce que l'on sait d'une autre forme de distribution, qui n'est pas la distribution normale gaussienne, sur laquelle était basée la table des Z, mais qu'on appelle la distribution binomiale. Et encore là, binomiale, c'est cette idée qu'il y a deux réponses possibles, oui-non, par exemple. Okay? Et ce qu'on va voir, c'est que si on sait quelque chose de la distribution binomiale, on peut commencer à juger la probabilité d'obtenir un certain nombre d'événements qui arrivent un certain nombre de fois, comme 15 personnes qui disent oui sur 20, si on présuppose que les gens n'ont pas de préférence. Et on va voir comment on va faire ça. Donc, pour comprendre cette distribution binomiale-là, regardez ce que je vais faire. Je ne vais pas vous l'expliquer directement à froid comme ça parce que ça ne fera aucun sens pour moi, puis probablement que pour vous, ça serait trop étrange de rentrer de cette manière-là. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais vous la présenter, on va la construire, cette distribution-là, avec un exemple. On va prendre un cas simple de variable qualitative dichotomique, comme dans l'exemple avec la préférence oui ou non que votre thérapeute est le même genre que vous. Okay? On va prendre une variable qualitative dichotomique qui a deux possibilités seulement. Okay? Et une classique qu'on utilise en statistique comme exemple, c'est c'est une pièce de monnaie à laquelle que vous lancez dans le but de jouer à pile ou face. Quand vous faites ça, c'est une variable dichotomique
qualitative dichotomique. Parce que elle est qualitative parce que c'est pas comme si vous lancez un 25 cents puis il retombe un 50 cents ou un 17. Ça ne change pas en valeur, ça reste tout le temps 25 cents. Donc, c'est pas au niveau de la quantité. Okay? La variable, elle peut prendre deux possibles qualités, deux possibles caractéristiques. Soit elle tombe sur pile ou elle tombe sur face. Donc, c'est qualitatif dichotomique. Okay? Imaginons qu'on joue à... Donc, je vous invite à imaginer qu'on joue à pile ou face avec une pièce de monnaie, avec un 25 cents. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir aux probabilités d'obtenir certains événements dans ce jeu-là. Puis en faisant ça, on va bâtir la variable, la distribution binomiale. OK. Commençons simplement. Imaginons, pour être plus précis, qu'on va jouer à un jeu, vous et moi. On va s'amuser à lancer 4 fois un 25 cents. Faire pile ou face 4 fois avec le même 25 cents, puis on va noter ce qu'on obtient. Puis on va réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu obtenir. Okay? Donc 4 fois, à 4 reprises. 1, 2, 3, 4 lancés. Okay? Donc, première chose qu'on peut dire, c'est qu'à chaque lancer, la probabilité d'obtenir... Et disons qu'on s'intéresse à la probabilité d'obtenir pile, vraiment. Okay? Mais, ce qui veut dire le contraire de la probabilité d'obtenir face, évidemment. Parce que si tu n'obtiens pas pile, tu obtiens face. Donc, à chaque lancer, là, nous, on s'intéresse à obtenir pile. La première chose qu'on peut tout de suite dire, c'est qu'à chaque lancer, je fais 4 lancers, là, un après l'autre, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je lance, à chacun de ces 4 lancers-là, la probabilité d'obtenir pile est de 1 sur 2. Parce qu'il y a 2 événements possibles. Je lance un 25 cents, soit il va tomber sur pile, soit il va tomber sur face. En présupposant que le 25 cents n'est pas truqué, là, qu'il n'y a pas un poids disproportionnel qui fait qu'il tombe tout le temps sur, ou un truc avec un aimant. Là. Si tout est beau, là, techniquement, je ne sais pas moi. Il va tomber sur quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Fait que je me dis, il y a une chance sur 2. Il y a 2 événements possibles. Soit il tombe sur pile, soit il tombe sur face. Pile représente un événement sur ces deux-là, donc 50%. J'ai 50% de chance d'obtenir pile à chaque fois que je fais un lancer. Là, imaginons que je fais 4 lancers de suite. Donc, à chaque fois, j'ai 50% de chance, mais je peux me poser des questions, comme par exemple, si je fais 4 lancers de suite, quelle est la probabilité que dans cette série-là, je retrouve 4 piles? Fait que je lance pile, 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 pile. Quelle est la probabilité que j'obtienne 3 piles? OK? Comme par exemple, je lance 4 fois, puis ça fait pile, 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 face. Ou bien pile, pile, face, pile. Okay? J'obtiens 3 piles dans ces 4 lancers. Quelle est la probabilité que j'obtienne 2 piles dans ces 4 lancers? Quelle est la probabilité que j'obtienne juste 1 pile dans ces 4 lancers? Quelle est la probabilité que j'obtienne 0 pile? Okay? Ça, c'est juste une possibilité. Ça serait face, 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 face. Ça serait la seule façon que j'obtienne 0 pile. Mais quelle est la probabilité que ça arrive, ça, dans mes 4 lancers? Okay? Bon, réfléchissons à ça. Réfléchissons, oui, à ça. Essayons de commencer le plus simple possible. J'ai déjà dit que si vous faites, OK, au premier lancer, okay, vous faites 4 lancers de suite. Au premier lancer, la probabilité d'obtenir pile en un lancer, okay, est de 50%. Vous faites votre premier lancer, soit vous allez avoir pile ou face. Vous ne savez pas c'est lequel, donc techniquement, pile, la probabilité de l'obtenir, c'est 50%. Ce que j'ai mis... j'ai mis le pile en vert ici parce que c'est ce qui nous intéresse. Okay? Gardez ça en tête. Le vert, c'est ce qui nous intéresse. OK. Là, vous faites votre deuxième lancer. Bien là, il y a 4 possibilités là, qui peuvent arriver. Soit en 2 lancers, vous allez avoir pile-pile, ou pile-face, ou face-pile, face-face. C'est 4 événements possibles. Pile-pile, pile-face, face-pile, face-face. 4 événements possibles. Quand vous faites 2 lancers. La probabilité d'obtenir 2 piles en 2 lancers, bien, il y a juste un événement là, qui donne ça sur 4 possibles. C'est pile-pile, évidemment. Okay? Dans ce genre de graphique-là, suivez tout le temps les parcours qui commencent en vert et qui terminent en vert. Vous allez voir, ça nous amène tout le temps vers le bon chemin. Je vais vous montrer ça plus tard.
faire comprendre. Mais donc, la probabilité d'obtenir 2 piles en 2 lancers est de 1 quart, 25%. Fait que parce qu'il y a juste un chemin qui commence en vert puis qui termine en vert. Donc, juste un chemin qui donne pile-pile, dans le fond. C'est pile-pile. Les autres, c'est pile-face, face-pile et face-face. OK, si je fais 3 lancers, c'est quoi la probabilité d'obtenir 3 piles en 3 lancers? Je veux dire pile, pile, pile. OK? Je dois dire évidemment 3 piles de suite, là, mais c'est logique. Si je fais 3 piles en 3 lancers, ça veut nécessairement dire 3 piles de suite. OK? Ben ici, là, si je fais 3 lancers, là, maintenant, il y a 8 événements possibles. 8 séries possibles. Pile, 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 face pile, pile, face, pile, pile, face, pile et face, face. Si on suit ce qui commence en vert et termine en vert, on retrouve qu'il y a juste un événement possible, une suite possible. Pile, pile, pile. Il y en a juste un sur les 8 suites possibles. Et 1 sur 8, ça donne 12,5. Les chances d'obtenir 3 piles en 3 lancers sont de 12,5. Et remarquez tout de suite quelque chose. Les chances d'obtenir 1 pile en 1 lancé sont de 50. C'est assez gros. 2 piles en 2 lancés, 25. On a diminué de moitié. 3 piles en 3 lancés, 12,5. On a diminué encore de moitié par rapport au 25. Et là, vous pouvez imaginer ce qui s'en vient. 4 piles en 4 lancés. C'est quoi la chance que j'obtienne, que je lance 4 fois le 25 cents, puis j'obtienne pile, 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 pile? Mais là, ici, évidemment, on suit la logique, ça va être la moitié de ce qui était ici, ça va être 6,25%. Mais le 6,25%, il vient du fait que, ben, il y a juste une suite qui me donne ça. Pile, 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 pile. Mais c'est une suite parmi 16 suites possibles. Je ne vais pas toutes les nommer, mais certaines de ces suites sont, je ne sais pas moi, pile, 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 face, pile, face, pile, face, face, pile, face, et ainsi de suite. Il y a 16 événements possibles, il y en a juste un, une suite possible, pile, 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 pile. Et donc, 1 sur 16, 6,25%. Donc, on vient juste de revoir la probabilité d'obtenir 1 pile en 1 lancé, 2 piles en 2 lancés, 3 piles en 3 lancés, 4 piles en 4 lancés. Restons sur ce... Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment... je vous ai dit, on va s'intéresser à quand je fais 4 lancés. Les probabilités d'obtenir différents nombres de piles quand je fais 4 lancés. Donc, on sait déjà quelque chose par rapport aux 4 lancés. On sait que la probabilité d'obtenir 4 piles en 4 lancés est de 6,25%. Là, je peux poser des questions différentes. Okay? 6,25 en passant parce qu'il y a juste une suite possible, pile, 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 parmi 16 suites possibles. Okay. Mais là, je peux poser une question différente. Là. Disons que je fais 4 lancés. Là. C'est quoi la probabilité d'obtenir 3 piles? Là, tantôt, ici, là, je vous ai montré la probabilité d'obtenir 3 piles en 3 lancés. C'était 12,5. Puis ici, 4 piles en 4 lancés. Mais là, restons aux 4 lancés. Là. C'est quoi la probabilité d'obtenir 3 piles en 4 lancés? Je ne veux pas dire nécessairement 3 piles de suite, comme pile, 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 face. Mais genre 3 piles au total, si je fais 4 lancés. C'est quoi la probabilité? Mais si vous regardez dans votre arbre, ici, si on veut, là, ben, vous remarquerez qu'il y a 4 suites possibles sur les 16 dans lesquelles j'obtiens 3 piles en 4 lancés. Encore une fois, les 4 suites possibles où j'obtiens 3 piles en 4 lancés sont celles qui commencent en vert, commencent en vert et se terminent en vert. Ou ici, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Oui, j'aurais dû mettre en vert ici dans le fond. J'aurais dû mettre le F en vert aussi ici. En tout cas, peu importe. Donc, je peux les nommer les 4 suites parce que c'est encore faisable. Là, il y en a peu, là, il y en a juste 4. Pile, 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 face. Où est mon truc? Ici. Pile, 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 face, c'en est une. Pas pile, 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 pile. Ça, c'en est pas une. Tu vois, elle termine en rouge ici. Parce que pile, 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 c'est 4 piles en 4 lancés. Moi, je veux la probabilité d'obtenir 3 piles en 4 lancés. Pile, 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 face, c'en est une. Pile, pile, face, pile, c'en est une. Pile, pile, face, face, ça marche pas. Ça termine en rouge. Pile, face, pile, pile, ça marche. Ça termine en vert. OK?
pile, face, ça marche pas, c'est juste deux piles. Pile, face, pile, ça marche pas. Pile, face, ça marche pas. Ici, j'en ai juste une, j'aurais dû la mettre en vert ici. Face, pile. Ça, si je fais face, pile, j'ai obtenu 3 piles en 4 lancés. Donc, tout ça pour dire pile, face, face, pile et face, pile sont les 4 suites possibles sur 16 sur toutes les possibilités, dans lesquelles j'obtiens 3 piles en 4 lancés. Donc, la probabilité d'obtenir 3 piles en 4 lancés est de 4 événements sur 16, soit 25%. OK? Posons une autre question. Quelle est la probabilité, si je fais 4 lancés, d'obtenir 2 piles? Je ne vais pas dire 2 piles de suite nécessairement, là. Okay? Je veux dire 2 piles au total. Okay? Bien, regardons notre arbre décisionnel encore ici, là. La probabilité d'obtenir 2 piles au total en 4 lancés, il y a 6 suites possibles qui peuvent me donner ça sur 16. Okay? Regardons ce qu'elles sont. Vous avez pile, face. Oh, donc ici, c'est bon. Ici, je l'ai mis en vert, tu vois, c'est bon. Donc, c'est tout ce qui commence en vert, ce qui termine en vert. Pile, face, c'en est une. Pile, face, ça marche. Pile, face, pile, ça marche. Face, face, ça marche. Face, pile, ça marche. Face, pile, ça marche. Et voici, pas palpal. Pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, pile. 6 suites possibles sur 16 qui me donnent 2 piles au total, peu importe où ils sont dans la suite. La probabilité d'obtenir 2 piles en 4 lancés est donc de 6 sur 16 événements, 37,5%. Quelle est la probabilité d'obtenir 1 pile en 4 lancés? Okay. 1 au total. Il peut être n'importe où dans la suite, mais juste un pile. Bien, il y a 4 suites possibles sur 16. Pile, face. Face, pile, face. Et face, pile, qui est ici. Et face, pile, face. Ici. Donc, celle-là et celle-là. Dans ces 4-là, j'ai juste un pile. Sur 16. 4 sur 16, 25%. C'est la probabilité d'obtenir 0 pile. La probabilité d'obtenir 1 pile au total en 4 lancés. Quelle est la probabilité d'obtenir 0 pile en 4 lancés? Mais 0 pile en 4 lancés, si vous y réfléchissez un petit peu, vous allez remarquer qu'il y a juste une possibilité. Face. C'est tout. Okay? Il y a juste une suite possible. Face. Okay? C'est la même question que quelle est la probabilité d'obtenir 4 piles en 4 lancés? On avait vu que c'était... 4 piles en 4 lancés. On avait vu que c'était juste une possibilité, pile. OK? Que c'était 6,25%. Ici, la probabilité d'obtenir 0 pile en 4 lancés, c'est comme l'inverse de ça. Il y a juste une possibilité, face. Et il y a juste une suite qui donne face. C'est face. Et la probabilité d'obtenir donc 0 pile en 4 lancés est de une suite possible sur 16, 6,25%. OK. Je vous entends vous dire, peut-être que vous êtes en train de vous dire, My God, c'est quoi le but de tout ça? Pourquoi diable est-ce qu'on fait toutes ces probabilités-là? Okay? Ça s'en vient. Vous allez voir. Donc, laissez-moi résumer ce que je viens de dire. Là. Si j'effectue 4 lancers de suite, la probabilité que j'obtienne un total de 0 pile est de 6,25%. On l'a vu. La probabilité que j'obtienne une pile au total dans mes 4 est de 25%. La probabilité que j'obtienne 2 piles au total, peu importe où ils sont dans les lancers, mais 2 piles au total en 4 lancers, on l'a vu, est de 37,5%. La probabilité que j'obtienne 3 piles au total dans mes 4 lancers est de 25%, on l'a vu. La probabilité que j'obtienne 4 piles au total est de 1 sur 16, 6,25%. On l'a vu. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un graphique où est-ce que sur l'axe des X, j'ai une variable nombre de piles. 0 piles, 1 pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles. Et sur l'axe des Y, j'ai la probabilité ici. Regardez ça. Okay? Ici, j'ai le nombre de piles en 4 lancés. 0 pile, 1 pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles. Et ici, j'ai la probabilité qui va de 12,5
Ben, en fait, selon l'échelle, là, de 12,5 à 37,5. Mais... Donc, ce que je vois ici, c'est qu'à 0 pile, j'ai 6,25. Donc, je suis ici. 1 pile, je suis à 25%. J'ai dit 25. Donc, je suis ici à 25. Okay. 2 piles, je suis à 37,5. Comme on peut voir ici, 37,5. 3 piles, je suis à 25. Ça se voit ici. 4 piles, je suis à 6,5 ici. Donc, si on effectue ce graphique-là de la probabilité relative de chacune de ces possibilités d'obtenir 0 pile, 1 pile, 2 piles, 3 piles et 4 piles en 4 lancés, ça vous donne ce que vous voyez ici. Et on appelle ça, c'est une représentation graphique, ça, d'une distribution binomiale. Okay? Binomiale parce qu'il y avait deux possibilités, soit pile ou face. Mais là, je dois vous demander, est-ce que cette forme-là vous semble familière? Cette forme où il semble avoir un milieu qui est plus haut, il semble y avoir une distribution qui est symétrique, ce qui est à gauche du milieu est la même chose que ce qui est à droite du milieu, mais comme inversé. Puis ça semble aller un peu comme en forme de cloche. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça vous devrait vous faire penser à la distribution normale, à la distribution gaussienne. Okay? Ce ne l'est pas, évidemment. Mais là, regardez ce que je vais faire. Là, ça, c'est un exemple où j'ai fait l'exercice avec 4 lancers. Okay? Mais si j'avais refait l'exercice avec 6 lancers au lieu de 4, ou même 10 lancers au lieu de 4, ben, regardez, OK, ça, c'est le graphique avec 4 lancers. Si j'avais refait avec 6 lancers, il y aurait eu 6 possibilités d'obtenir 0 pile dans 6 lancers, 1 pile en 6 lancers, 2 piles en 6 lancers, 3 piles en 6 lancers, 4 piles en 6 lancers, 5 piles en 6 lancers et 6 piles en 6 lancers. Et les distributions de probabilité ici, vous auriez pu les calculer, vous les auriez eues, ça aurait donné ça. Et ça donne quelque chose comme ça. Si j'avais fait 10 lancers, okay, ici, je n'ai pas l'axe des Y, là, mais vous pouvez vous l'imaginer. La distribution aurait l'air de ça ici. Mais là, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais c'est qu'à partir de 6 lancers, là, à peu près, là, puis définitivement à 10 lancers, là, la distribution commence vraiment à avoir l'air d'une distribution normale gaussienne. D'ailleurs, la courbe bleue ici est la distribution gaussienne normale qu'on a juste collée sur la distribution binomiale qui sont les colonnes. Et vous voyez, ça tombe en plein dessus. Là. Donc, au bout d'un moment, là, à partir de 10 lancés, là, c'est vrai, la distribution binomiale est quasiment la même chose que la distribution normale. Et ça veut dire qu'on peut faire des calculs de probabilité. Pas avec des scores Z, comme tantôt, parce que ce n'est pas les mêmes choses. Mais on peut quand même calculer la probabilité d'obtenir un lancer en 10, 2 lancers en 10, 3 lancers en 10, 4 lancers en 10, 5 lancers en 10, et ainsi de suite. Okay? On peut tout de suite voir que la plus grosse probabilité, c'est d'obtenir 5 lancers en 10. C'est elle qui est la plus haute. On peut voir que la probabilité d'obtenir 3 lancers en 10 est exactement la même que la probabilité d'obtenir 7 lancers en 10. Parce que c'est symétrique, et ainsi de suite. On peut dire des choses comme ça. Donc, vous remarquez que la distribution binomiale devient de plus en plus normale, gaussienne. Elle n'y arrive pas exactement, c'est pas la même chose, mais elle devient une très bonne approximation. On va dire que la distribution binomiale est une excellente approximation de la distribution normale quand vous avez assez de lancers ou assez d'observations. Et ça va nous permettre de calculer les probabilités d'obtenir un certain nombre de piles en un certain nombre de lancers. Par exemple, quelle est la probabilité que j'obtienne 9 piles si je fais 20 lancers? Okay? Souvenez-vous, je ne parle pas nécessairement de 9 piles de suite, là, mais 9 piles au total sur 20 lancers. Okay? Quelle est la probabilité de ça? Bien, je pourrais techniquement la calculer avec une table qui n'est pas la table des Z, mais qui est la table des distributions binomiales, mais qui est basée sur le fait que la distribution binomiale, elle ressemble beaucoup à la distribution normale. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne cette fameuse table-là. OK? Je vais vous montrer un exemple. Bye.